Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui est porté par la chaire Clé, donc Clé pour économie environnementale. Vraiment, on est ravis de vous accueillir ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaire Clé est un programme de recherche qui est porté par la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Donc la Fondation USMB, si je la résume de manière très succincte, c'est le point de rencontre d'une alliance entre entreprises, collectivités et les chercheurs pour travailler autour des enjeux du territoire. C'est pour ça que la chaire clé, la chaire de l'économie environnementale, est notamment portée conjointement avec l'agglomération du Grand Annecy. La chaire s'organise autour de trois grands axes: l'économie circulaire, les nouveaux modèles économiques et puis la transition énergétique dans lequel s'inscrit le webinaire auquel vous participez ce matin. Le sujet d'aujourd'hui, la sobriété énergétique, est porté par Dorothée Charlier. Merci vraiment Dorothée pour ta présence. Dorothée est professeure en économie à l'Institut de recherche en économie et gestion de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Ses travaux portent notamment sur les comportements énergétiques des ménages et les leviers de transition. Donc c'est vraiment un thème qui est au cœur des enjeux actuels et c'est à la croisée des sphères professionnelles et domestiques. Donc ce sujet fait pleinement écho aux problématiques qui sont portées aussi par Quai 225 auprès des entreprises en lien avec les transitions environnementales. Ça s'inscrit à la fois dans une approche scientifique et dans des enjeux très opérationnels pour les organisations et les territoires. Je me présente également brièvement. Je m'appelle Cynthia Nkwankam. Je suis responsable de la communication au sein de la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Pour vous donner un petit peu quelques précisions techniques de comment va se dérouler ce webinaire, donc on est ensemble jusqu'à midi. On va essayer d'être ponctuel. Ce webinaire est enregistré et vous pouvez retrouver le replay sur le site de la Fondation dans quelques jours. Le lien vous sera aussi envoyé dans les prochains jours par mail. Et puis, si pour ceux qui veulent, pour ceux et celles qui veulent la présentation, vous pouvez nous la demander. Et puis normalement, je parle sous réserve de Dorothée, mais il n'y aura pas de problème pour vous l'envoyer. Dans un souci de fluidité, j'invite tout le monde à couper vos micros pendant la présentation, mais un temps d'échange sera prévu à la fin de la présentation de Dorothée. Mais si vous avez vraiment des questions de clarification, il n'y a aucun souci pour que vous puissiez lever la main et puis on vous fera intervenir aussi en cours, il n'y a aucun problème. Et puis comme le nombre nous le permet, on pourra ouvrir les micros en fin de session pour échanger directement avec l'intervenante. Donc, en tout cas, encore un grand merci à Dorothée qui prend de son temps pour animer ce webinaire. Et puis, je vais lui laisser la parole. Très bon webinaire à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis, comme on vous l'a dit, Dorothée Charlier, professeure d'économie. Je suis spécialiste en fait des questions énergétiques et environnementales. Notamment, j'ai beaucoup travaillé en fait sur les déterminants de la rénovation et les questions d'efficacité énergétique. Je me suis ensuite intéressée à la question de la consommation d'énergie, la pauvreté énergétique, et j'en viens à m'intéresser aujourd'hui sur les questions de sobriété, d'où ce webinaire. Donc, ma présentation va se décliner en 6 points. Premièrement, je vais revenir brièvement sur la question de la sobriété énergétique, quelle définition, quels enjeux. Je vous présenterai l'enquête clé avec quelle est la méthodologie qu'on a retenue et par qui elle a été diffusée. Je vous présenterai, donc dans cette enquête, on a la possibilité d'analyser les comportements de sobriété au domicile. Donc, je vous montrerai en gros quels sont les profils et les gestes que les individus réalisent le plus au domicile, ce qui me permettra de faire ensuite le parallèle avec notamment ces mêmes individus, quel est leur comportement au travail et quelles sont les motivations et les freins à adopter des gestes de sobriété sur son lieu de travail. Et je conclurai par fournir un certain nombre d'outils et de leviers de recommandation pour les entreprises. Et bien sûr, je suis ouverte aux questions et échanges. Comme l'a pu dire Cynthia, vous n'hésitez pas en fait à me poser des questions au fil de l'eau si jamais vous en avez, notamment d'éclaircissement. Donc, au niveau de la sobriété. Alors, aujourd'hui, on entend parler de beaucoup de concepts différents. Alors, on entend parler de transition énergétique, on entend parler d'efficacité et on entend parler de flexibilité et de sobriété. Alors, moi, je vais me focaliser sur la sobriété, mais la sobriété, c'est quoi? C'est réduire volontairement la consommation de services énergétiques pour rester dans des limites climatiques. Donc, l'objectif, c'est une réduction volontaire de la consommation, mais qu'il ne doit pas s'assimiler à de la privation.
On pourra revenir sur ce concept-là à la fin dans les échanges. Mais en gros, la sobriété, c'est pas de faire de l'efficacité. L'efficacité, c'est plutôt, je vais acheter des nouveaux équipements, je vais changer, je vais isoler mon bâtiment. Mais c'est faire la même chose avec moins d'énergie. Et ne doit pas voir la sobriété comme une réduction du bien-être, c'est-à-dire comme une privation. Donc la sobriété, elle va questionner les niveaux de consommation. C'est quoi un niveau de consommation sobre? Et on va agir beaucoup sur les usages, l'organisation et les normes sociales. Et ça, vous verrez, notamment, c'est un point assez important sur lequel je vais revenir en fin de présentation. Alors, pourquoi la sobriété, elle est importante? Parce qu'on en entend énormément parler aujourd'hui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc on a des objectifs climatiques, des objectifs de réduction de la consommation d'énergie en France, et on estime aujourd'hui que la sobriété, c'est un de ces grands leviers de réduction de consommation d'énergie. Et on pense que adopter des gestes de sobriété pourrait entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'environ 15% pour la France, euh, avec une très forte hétérogénéité, bien entendu, selon les secteurs et les études, mais c'est un levier qui n'est pas négligeable pour le bilan global français. Alors, la sobriété, elle va se décliner en quatre leviers. Donc, je vais revenir sur les leviers et leur définition, comment ça s'applique au domicile et en entreprise. Mais on peut distinguer la sobriété qu'on va appeler structurelle de la sobriété qu'on va définir comme dimensionnelle, la sobriété d'usage et la sobriété coopérative. Cette présentation va être davantage axée sur la sobriété d'usage, puisqu'elle permet une meilleure comparaison des comportements domicile-travail. Alors, au niveau du coup, de la sobriété et de ces éléments structurels, c'est quoi? C'est je vais faire le choix de déménager plus près de mon travail. Je vais avoir un habitat partagé. Alors, chaque forme de sobriété peut être associée à certaines contraintes que j'évoque, hein, sur lesquelles je ne vais pas forcément revenir, mais habitant en Haute-Savoie, déménager plus près de son travail, on peut faire face à un prix du foncier qui est plus élevé. La sobriété, elle peut être dimensionnelle. Je vais acheter des logements plus petits, je vais avoir des véhicules plus légers, je vais avoir des véhicules adaptés à mon besoin. Ça peut dépendre, il y a d'autres contraintes, normes sociales, besoins familiaux. On a la sobriété d'usage, baisser son chauffage, limiter la clim, réduire les trajets, réduire l'usage de ses équipements. Et là, on a d'autres contraintes qui peuvent être le confort, l'habitude, la charge mentale, la précarité énergétique. Et finalement, on a la sobriété coopérative, euh, comme le covoiturage, l'autopartage. Et là, bah, il y a d'autres problèmes, comme les problèmes de coordination. Donc là, c'est pour le domicile. Pour le travail, comment se déclinent ces formes de sobriété? Donc structurel, ça peut être le télétravail, l'optimisation des surfaces ou des relocalisations. Là, il peut y avoir des contraintes dans la nature des métiers, la productivité ou la culture d'entreprise. La sobriété dimensionnelle, elle, va se définir par des bureaux plus compacts, des flottes plus légères, etc. Mais ça fait face à des problèmes de gestion, notamment d'investissements initiaux. La sobriété d'usage, qui est la sobriété sur laquelle je vais me focaliser, on va parler de température régulée, de réduction de déplacement pro, mais aussi de débrancher les appareils, d'éteindre les lumières. Et là, il va y avoir des questions de normes internes, d'acceptabilité sociale, mais aussi de contraintes d'infrastructure. Dernière forme de sobriété, coopérative. Là, ça peut être une utilisation d'espace entre plusieurs équipes, voire parfois même entreprises, logistique partagée. Et là, ça nécessite des coûts de coordination. Je vais en venir du coup plus directement maintenant, avant de vous présenter des résultats, sur l'enquête qu'on a menée. Alors, l'enquête qu'on a menée, c'est une enquête qui a pour objectifs qui sont multiples, pas uniquement de comparer les attitudes domicile-travail. En fait, c'est une enquête qu'on a réalisée auprès de 2000 ménages grâce à une entreprise qui s'appelle Efficeo, qui a pu nous permettre le paramétrage de l'enquête et la diffusion de l'enquête en maintenant des quotas qui nous ont permis d'être représentatifs de la population française. Et dans cette enquête, on a plusieurs objectifs qu'on poursuivait. Premièrement, on voulait comparer les comportements énergétiques entre le domicile et le lieu de travail selon les quatre dimensions. Mais on n'a pas fait que ça. On peut, dans cette enquête, mesurer les réactions des individus à différents canaux d'information,
qui seraient des canaux un peu généraux proposés par l'État, ou au contraire des nudges plus individuels qui vont être des retours sur les comportements que les individus adoptent déjà ou n'adoptent pas. Et on veut voir comment ceci influence leur intention de modifier leur comportement. On peut identifier d'autres types de facteurs qui motivent ou freinent la sobriété. Alors, le principal, en tant qu'économiste que je suis, le prix, mais ça peut être les normes sociales, en entreprise ou au domicile, l'attachement au lieu de travail ou au lieu de vie, et certaines contraintes organisationnelles, qu'elles soient au domicile ou au travail. Et l'objectif final de mener ces études-là, c'est de formuler des recommandations actionnables pour les entreprises ou les politiques publiques. Du coup, on est dans une enquête où on n'observe pas directement les comportements de sobriété, on est sur des comportements qui vont être déclarés d'actions qui sont déjà menées ou des intentions de mener des actions. Alors ça peut être une limite de l'enquête qu'on entend, même si en économie, on sait qu'aujourd'hui, une intention, c'est un préalable à l'action et que, voilà. Après, observer directement des comportements de sobriété nécessite des protocoles d'enquête qui sont plus compliqués que celui qu'on a mis en œuvre. Donc, au niveau de l'enquête, on a 2000 répondants, comme je vous ai dit, représentatifs de la population française, ce qui nous permet en fait d'avoir de répondre à toutes les questions que j'ai pu évoquer juste avant. Et on va avoir dans cette enquête, donc comme elle est représentative de la population française, elle est aussi représentative de la population qui travaille de par le biais des quotas. Et donc, on va avoir 608 individus qui travaillent dans des bureaux et donc qui vont nous permettre en fait de faire cette comparaison sobriété domicile-travail. On a 8 grandes parties thématiques sur le profil des individus, leurs dépenses énergétiques, des caractéristiques sur leur logement, leur comportement habituel, leurs préférences, lieu de résidence, leur lieu de travail, leur travail, les pratiques organisationnelles au travail, et puis on a ce fameux traitement expérimental d'information. Donc, en termes de CSP des populations qui ont été interrogées, on a environ 19% de cadres, 21% d'employés et 19% de professions intermédiaires, avec des personnes qui ont des niveaux de diplôme en large spread, puisque ça faisait partie du quota. L'enquête a été diffusée en ligne, elle est complètement anonyme et les individus, comme on passe par des panélistes, en fait, ils sont indemnisés pour pouvoir répondre à l'enquête. Donc, je vais d'abord brièvement vous montrer les résultats qu'on a obtenus au domicile et c'est intéressant parce qu'après, ça me permet de faire ce parallèle en fait avec le lieu de travail. Donc, au domicile, j'ai essayé donc de vous présenter quels étaient les gestes les plus routiniers que les individus adoptaient en grande majorité versus des gestes qu'ils estiment être plus contraints. Alors, dans les gestes routiniers, alors là, vous avez une moyenne, donc 1, c'est jamais, 5, c'est toujours. Donc, j'ai calculé la moyenne en fonction de ce que les individus répondaient. Donc, quand on est entre 4 et 5, c'est quasi toujours, toujours. Donc, c'est des comportements que les individus adoptent. Donc, éteindre les lumières, avoir des ampoules LED, fermer les volets en été, avoir des appareils éco-énergétiques et débrancher les appareils, ce sont l'ensemble en fait des gestes routiniers qui sont souvent adoptés. Après, il y a des gestes que les individus estiment un peu plus contraints. Alors, j'ai pas mis des gestes du type repousser mes usages, parce que ça, c'est plutôt des gestes de flexibilité. Mais dans ces gestes contraints, on va avoir des cycles courts pour le lave-linge. Là, on commence à vraiment basculer en dessous de 4. Baisser le chauffage, prendre les transports en public et avoir des espaces communautaires de partage. Par exemple, aller faire sa machine à laver dans des espaces communautaires. Donc, on voit hein, qu'en fonction du niveau d'effort associé, on a des gestes qui sont plus ou moins compliqués. Donc, dans le logement, en termes de profil, c'est plutôt les femmes qui présentent des scores de sobriété légèrement plus élevés. Donc, j'ai scoré hein, l'ensemble des gestes pour savoir en moyenne qui avait les scores les plus élevés. Alors, elles s'occupent aussi, on l'explique par des questions de sensibilité environnementale, mais aussi le fait que elles prennent parfois plus de décisions propres au ménage dans ces activités-là.
Il y a des questions d'âge. La sobriété augmente avec l'âge et on remarque que les retraités sont surreprésentés. Il y a des questions d'équipement. Habiter en maison plutôt qu'en appartement, il y a plus d'autonomie, donc la sobriété est plus importante. Et puis avoir déjà fait des travaux de rénovation. Un élément que je tiens à souligner qui est assez important, c'est qu'on constate que parmi les ménages qui ont des actions de sobriété, on a des ménages qui ont en moyenne des revenus moins élevés. Donc là, un aspect de l'enquête qui n'a pas encore été approfondi, mais je vous rappelle, la sobriété, c'est une réduction de volontaire qui n'est pas censée altérer le bien-être. Donc la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que ces ménages sobres et qui ont des revenus plus faibles altèrent leur bien-être par ces actions de sobriété? Ça méritera en fait par la suite d'être davantage investigué. On a des questions de conscience environnementale, donc les ménages les plus sobres perçoivent nettement plus l'impact de leurs actions sur l'environnement. Et il y a la question d'attachement au lieu de vie. Donc on a créé une échelle d'attachement au lieu de vie en se basant sur des échelles existantes. Et on remarque que plus l'attachement est fort, plus la sobriété est élevée, parce qu'on peut se dire que les ménages voient des externalités positives pour l'environnement et leur environnement local d'avoir ces actions-là. Donc, quels sont les facteurs facilitants maison individuelle? Avoir fait des travaux de rénovation énergétique, avoir des bonnes étiquettes DPE, forte conscience environnementale, fort attachement au lieu de vie et une sensibilité aux dépenses énergétiques. Quels sont les facteurs limitants? Logement locatif, logement mal isolé, absence de panneaux solaires, précarité énergétique avec des marges d'ajustement limitées et sobriété coopérative limitée qui va dépendre aussi de l'infrastructure locale. Ça, c'est la question des transports publics et du covoiturage. Ça m'amène à vous parler davantage de la sobriété au travail avec la motivation et les freins. Alors, parmi les personnes interrogées et qui réalisent de la sobriété et qui travaillent dans des bureaux, donc 608 répondants, on a 5,26% des travailleurs qui n'adoptent aucune action sobre et ils sont quand même assez nombreux à adopter des actions sobres, environ 3 sur 4. Le score moyen de sobriété est de 2,86 sur 4. Il est un peu en deçà, et j'ai oublié de le mentionner, au score de sobriété au domicile. Ce qui veut dire qu'on a des individus qui adoptent des actions de sobriété au domicile alors qu'ils n'en adoptent pas du tout sur le lieu de travail. Et ce qui va nous intéresser, c'est de regarder davantage quelles sont les actions qui sont faciles et qui sont menées en entreprise et quels sont les freins en fait à ne pas adopter des actions de sobriété pour vous proposer quelques pistes de réflexion. Donc, au domicile, on a 94% des individus qui éteignent les lumières. Ils sont 85,7% à le faire sur le lieu de travail. Donc, on a quand même 8 points de pourcentage en moins sur cette action-là. Pour débrancher les appareils électriques, on passe de 79 à 72. Donc là, on perd 6 points de pourcentage. Réguler la température, elle diminue. Et alors, la sobriété la plus marquante, c'est le covoiturage. Il y a très peu de personnes qui utilisent le covoiturage pour se rendre sur leur lieu de travail, alors qu'ils vont utiliser le covoiturage pour se rendre à leur domicile. En revanche, comme en termes d'action de sobriété au niveau de l'usage, les individus en entreprise en réalisent un peu plus que sur à leur domicile. Alors, pour aller un petit peu plus loin, on a demandé aux individus quelles étaient leurs perceptions au niveau de leur organisation. Est-ce qu'il y a des initiatives et des discussions qui sont menées autour des économies d'énergie? Donc, en gros, on leur a posé la question, est-ce que vous avez l'impression que les initiatives de sobriété dans l'entreprise sont encouragées? Est-ce que vous avez des discussions sur les économies d'énergie? On a quand même, donc au niveau de la sobriété encouragée, 40% qui disent que les activités sont peu ou pas encouragées en entreprise et 51% qui disent que les discussions sont très peu fréquentes, avec quand même 30% qui disent que c'est pas du tout le cas sur les économies d'énergie. Alors, en gros, la plupart des travailleurs disent que la sobriété, c'est pas une norme collective dans l'entreprise. C'est pour le moment pas quelque chose qui est vraiment structuré. Les initiatives, elles sont peut-être encouragées, mais certains disent qu'elles sont pas soutenues pour 38% d'entre eux et qu'en gros, elles sont pas assez structurées aujourd'hui.
Je reviendrai sur du coup quelques pistes actionnables hein, là-dessus. Donc pour 51% des travailleurs, les discussions restent rares. Donc la norme sobriété, pour eux, n'est pas encore réellement instituée. Alors, quels sont les freins déclarés? Donc, quand on a dit aux individus quels sont pour vous les principaux freins déclarés à la sobriété au travail, donc là, on a 348 individus qui ont répondu. Euh, le premier frein qui ressort, c'est le suivant, infrastructure et équipement inadaptés. En gros, ils n'ont pas la capacité de pouvoir jouer sur leurs équipements. Vient ensuite l'habitude et le confort. En gros, ben, je vais quitter mon bureau, je débranche pas mes appareils. Il va y avoir le manque de contrôle personnel. Ça, c'est quelque chose qui joue beaucoup sur la régulation de la température dans les espaces collectifs. On va avoir 20% qui disent que quand même les freins sociaux, donc les normes, le poids des pairs, jouent beaucoup, donc l'influence des collègues et la culture d'entreprise. La politique d'entreprise, c'est 20%. Donc j'ai essayé de regrouper hein, ces différents freins, d'où le code couleur un peu bleu, vert, turquoise, sur ce que j'ai estimé moi être des freins structurels, et puis ensuite des freins sociaux en orange et des freins plus individuels en gris clair. Nous avons quand même quasiment 19% des individus qui déclarent aussi que s'ils n'adoptent pas de comportement de sobriété au sein de l'entreprise, c'est parce qu'ils n'en payent pas la facture. 17% évoquent des contraintes de temps, ce qui peut paraître plus. On pourrait approfondir ce point-là. Manque de formation, de sensibilisation, ils sont 10%. Manque de motivation personnelle, 8%. Donc, quelque part, dans ce qui apparaît là, c'est pas un problème de sensibilisation. On va d'abord mettre en avance de l'infrastructure et des questions d'habitude. Donc, le frein principal, il est plutôt structurel pour 80,2% des salariés, avec des problèmes d'infrastructure, d'équipement, d'habitude, de confort, de manque de contrôle et de politique d'entreprise. Et 8 répondants sur 10 font face à au moins un frein d'ordre organisationnel ou matériel. Au niveau des freins individuels, on a 32% des individus qui déclarent ne pas payer la facture, avoir un manque de motivation ou un manque de formation. Et le manque de motivation, c'est le plus marginal. Et finalement, le troisième frein, il est social, l'influence des collègues ou la culture d'entreprise. Et ça représente 26,7% des freins qui sont évoqués. Donc, si on devait prioriser, pour le moment, ce n'est pas sensibiliser qui est une priorité, mais l'infrastructure et la gouvernance. J'ai ensuite essayé de regarder le pourcentage de chaque frein selon le score de sobriété au travail. Donc, vous vous rappelez, le score, hein, il va de 0 voilà, à 4. Et en gros, je regarde quels seront, avec des scores, ce qu'on appelle des tests de dépendance, les liens entre les scores des individus et les facteurs qui ressortent le plus. Les trois facteurs qui ressortent le plus, c'est les normes sociales. Donc, en gros, les collègues et la culture d'entreprise. Donc, ça, c'est le frein principal pour des gens qui, par ailleurs, ont des scores assez élevés. Parmi des individus qui ont aussi des scores élevés, donc un score de 3, le frein qui ressort, c'est la facture. Je ne paye pas la facture, donc même si j'ai un score élevé, pour moi, c'est un manque de motivation. C'est un facteur qui explique que je ne fais pas d'efforts en entreprise. Et puis le manque de motivation. Donc, parmi des gens qui ont des scores élevés, les trois éléments qui ressortent le plus, c'est les normes sociales, la facture et le manque de motivation. Donc, le score de normes sociales, il passe de 2,33 chez les travailleurs non sobres à 3,09. Euh, les travailleurs qui sont sobres aiment quand même discuter plus souvent avec leurs collègues des pratiques. Seulement 60% des répondants estiment que les initiatives sont encouragées par leur direction et 40% estiment que les économies ne sont ni discutées ni observées dans leur contexte professionnel. Là, contrairement au domicile, les dispositions individuelles, genre, valeur, jouent peu. C'est surtout le contexte, en fait, organisationnel qui va déterminer le comportement. Donc, je reviendrai sur les implications stratégiques, mais probablement que créer un environnement institutionnel favorable pourrait être plus efficace que de sensibiliser les individus.
J'ai essayé de regarder aussi l'impact des normes sociales perçues et de l'attachement au lieu de travail. C'est un aspect intéressant parce que les individus qui se déclarent attachés à leur organisation et à leur lieu de travail sont plus enclins à mener des actions de sobriété que les autres. Par ailleurs, ceux qui pensent que les normes sociables, la perception des collègues et l'influence jouent, sont aussi plus enclins à adopter des éléments de sobriété. Donc la sobriété au travail, elle va beaucoup dépendre de la culture d'entreprise et des signaux organisationnels, et un petit peu moins des valeurs individuelles. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on remarque que c'est moins finalement des facteurs sociodémographiques qui jouent plutôt que des facteurs organisationnels de CSP ou de culture d'entreprise. Euh, Au niveau donc du coup de ce lien, donc comme je vous ai dit, l'attachement au domicile, ça joue pour la sobriété au domicile, mais l'attachement au lieu de travail, ça joue également sur les actions de comportement sur le travail. Le sentiment d'identité est quelque chose de fort. Quand les individus déclarent mon lieu de travail me ressemble et déclarent toujours, cette identification, elle est très forte chez les individus les plus sobres. Donc il y a quand même une forte association entre le fait d'être sobre et d'avoir un fort attachement à son lieu de travail. Ce qui est important, c'est on n'observe pas un match entre le fait de faire de la sobriété au domicile et le fait de faire de la sobriété au travail. On n'a pas forcément les mêmes individus, donc qui peut s'expliquer par des facteurs de motivation différents qu'on est en train d'étudier. L'un des facteurs qui semble jouer, c'est le prix, le signal prix et la facture. En termes d'implication, je vais revenir sur ces implications-là un peu dans mes conclusions. Euh, Créer un sentiment d'appartenance et une identité collective, c'est quelque chose qui peut jouer, mais il va répondre à un certain nombre de logiques. Alors, quelles recommandations je peux faire en fonction de ces analyses descriptives que j'ai pu vous proposer? Ce qui suffit pas aujourd'hui, et ce qu'on montre, c'est que la sensibilisation, les éco-gestes, la responsabilité individuelle, c'est pas suffisant pour déclencher des actions de sobriété sur le lieu de travail. C'est aussi pas suffisant dans le domicile, mais sur le lieu de travail, c'est encore plus marqué. Qu'est-ce qui pourrait marcher? Alors attention, là, c'est des pistes qui émanent de mon travail. On pourra en rediscuter par la suite. Un peu plus d'automatisation des équipements dans la mesure du possible, extinction des appareils, extinction des lumières, des capteurs. Une régulation plus centralisée, chauffage et éclairage, et des bâtiments qui sont sobres par défaut, mais je comprends bien les limites en matière d'investissement structurel que ça peut engendrer. L'idée, c'est de supprimer une dépendance au comportement individuel et d'être cohérent avec des publics actuels, comme le pilotage intelligent des bâtiments. Ça, c'est un premier principe, donc, qui est d'agir sur les contraintes structurelles. Deuxième principe, concevoir une architecture des choix qui serait plus favorable. Donc, réduire la dépendance au comportement individuel, mise en veille automatique des écrans, voire fermeture des appareils, régulation thermique centralisée. Autre élément qu'on peut mettre en œuvre, c'est modifier tout ce qui est programme par défaut. Le chauffage en mode réduit la nuit par défaut, le chauffage programmé en mode par défaut, etc., etc. On peut rendre des comportements plus sobres. Alors, accessibilité des vélos de service, certaines entreprises le font déjà, mais ce qu'on peut aussi imaginer, c'est réduire l'utilisation de l'ascenseur via les escaliers, avec des systèmes de signalisation et d'encouragement si on prend les escaliers versus l'ascenseur. Autre élément, qui est un élément là d'information, mais aussi de sensibilisation au coût de l'énergie, affichage en temps réel de la consommation électrique du bâtiment pour créer une prise de conscience collective. L'idée, c'est pas de forcer les individus, mais c'est de les inciter et de rendre en fait la sobriété plus facile, puisque le fait de savoir aussi combien on consomme et l'impact de nos actions sur la réduction, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Principe 3, on pourrait activer les normes sociales. Donc aujourd'hui, il y a peu de discussions, peu de visibilité collective. On pourrait proposer des feedbacks collectifs, dont des travaux d'équipe au niveau des étages, des équipes de travail, etc. Afficher les consommations, puis aussi d'avoir des objectifs collectifs par département, équipe. Donc l'idée, c'est de passer de l'individuel au collectif. Ça va m'amener en fait à proposer d'autres principes.
qui est le principe de ce qu'on appelle en économie le passager clandestin. Je ne paye pas la facture, donc j'ai beaucoup moins d'incitation à faire des efforts. Et bien, si en fait en équipe, on réfléchit à des solutions et que ces solutions fonctionnent, on peut avoir l'idée de redistribuer dans un premier temps ces bénéfices comme des bonus collectifs ou des redistributions des économies. On peut avoir des budgets par unité. Mais attention, on sait que la sobriété, elle dépend du type d'emploi, de l'accès au bureau, niveau diplôme, de plein de choses. Donc je dis pas qu'il y a une politique à mettre en place. On peut l'adapter en fonction des différents cas de figure. Mais ça peut être une forme en fait de prise de conscience et de challenge collectif à mettre en œuvre. Il faut aussi se dire qu'il y a des métiers qui sont plus contraints et que l'intégration de la sobriété, elle doit s'intégrer dans une organisation du travail et éventuellement auprès euh, des RH. Voilà. Quelques pistes additionnelles. Bah, l'infrastructure, investir dans des équipements quand c'est possible, bien entendu. Les normes collectives, moi je pense que c'est un des leviers qui pourrait aujourd'hui être plus facilement actionnable, peut-être à moindre coût avec des défis d'équipe, communiquer sur les pratiques des collègues, valoriser entre guillemets les équipes championnes de sobriété. L'influence sociale, c'est un levier qui est puissant. Pas forcément des campagnes générales, mais des formations plus ancrées dans le quotidien du poste, concrètes, actionnables, faciles à mettre en œuvre. Il ne faut pas que les individus perçoivent un effort en fait à la mise en œuvre de l'action. Et puis ça nécessite tout ça d'engager la direction, d'engager les équipes, d'intégrer ces stratégies de sobriété dans les stratégies RSE, mesurer et communiquer les progrès en toute transparence. Et pour conclure, on a quand même posé la question, et là c'est sur l'ensemble des individus, quels sont pour vous les défis généraux pour réduire la consommation d'énergie et avoir des actions de sobriété? Alors le coût de la mise en œuvre. Le coût de la mise en œuvre, on est plutôt sur des contraintes budgétaires. Changer des équipements, ça coûte cher et c'est quand même l'un des principaux freins. Le deuxième frein, c'est qu'il y en a qui voient aucun intérêt à faire ça. Donc je pense que c'est à prendre en considération, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'idée de se dire, bah, bon, de toute façon, si je fais un effort, de toute manière, vu que tout le monde fait différemment, ça se verra pas. Il n'y a aucun intérêt à ce que moi je me contraigne alors qu'il n'y a pas de bénéfice pour la société. Donc là, bah, c'est communiquer de manière plus collective. Et le troisième contrainte, qui, bon, ça va déboucher après sur un autre projet de recherche qu'on est en train de mener, c'est la notion d'effort, de charge mentale et de contrainte dans le style de vie. On sait qu'aujourd'hui, mener des actions de sobriété, mener des actions de flexibilité ou de réduction d'énergie, ça peut nécessiter un effort pour les individus, effort qu'ils n'ont pas envie, par rapport à la charge déjà du quotidien, de réaliser. Et après, il y a le manque d'informations et limite d'infrastructures ou le manque d'outils intelligents, mais là encore, ça nécessite euh, voilà, des actions. Donc en fait, peut-être, si on devait prendre ça avec des pincettes, parce que c'est surtout les individus, mais la notion de défi perçu et de voir même un geste, comment ça peut jouer pour l'entreprise, pour l'environnement et la société en général, c'est un outil qui est assez actionnable, peu importe le type de secteur dans lequel on est. Et puis la contrainte de style de vie, essayer d'aller sur des actions ou de réduire en fait la perception de l'effort qu'entraîne l'action pour les individus, c'est important. Et puis je reviendrai là-dessus, mais je suis économiste, donc en fait il y a un biais de perception, mais la notion quand même de signal prix est extrêmement important. Si on ne sait pas combien on consomme, si on ne sait pas combien on économise par tel ou tel usage et telle utilisation, et ben forcément notre incitation à réduire ou à limiter l'usage peut s'avérer peu important. Voilà pour ma présentation. Je vais m'arrêter là. Néanmoins, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. J'y répondrai avec le plus grand plaisir. Et je vous remets quand même la première diapo, mon adresse mail, parce que si jamais vous voulez échanger après sur certains éléments de la présentation que j'ai pu avoir, vous pouvez me contacter directement sur mon email. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Dorothée. Franchement, merci beaucoup pour la présentation qui, je pense, était assez claire. Alors, il n'y a pas eu de questions dans le chat au fur et à mesure, mais en tout cas, si vous avez voilà, si vous avez des interrogations, des remarques ou quoi que ce soit, n'hésitez pas.
si vous voulez soit poser la question dans le chat ou même ouvrir vos caméras et vos micros pour discuter directement avec Dorothée. On a vraiment un temps spécifique pour ça, quoi, donc n'hésitez pas. C'est-à-dire que c'était très clair, j'imagine. On va prendre cette option. Bonjour, je peux me lancer peut-être? Allez-y, Avec avec grand plaisir. plaisir. Euh, une question sur... oui, il faut peut-être que je me présente. Hervé Villard, charge de la transition au pôle métropolitain et au Grand Genève. Euh, peut-être que j'ai loupé l'info, mais est-ce que le panel était national ou est-ce qu'il avait un périmètre géographique différent? Alors, non, alors, je suis peut-être passée vite fait sur cette info-là. Non, mais c'est peut-être C'est moi, hein. c'est une enquête, en fait, nationale représentative de la population française. Ok, Donc, on a tous les individus qui ont été interrogés. Les quotas, ils étaient par genre, âge, CSP, région. Donc, qu'on a croisé pour s'assurer de cette représentativité. Et logement, pardon, de cette représentativité pour les 2000 répondants. Et donc, après, par contre, l'échantillon qui est extrait sur les individus pour le lieu de travail, ils sont 608. Parce que l'enquête ok. nous permet aussi de traiter les freins de sobriété au niveau du domicile, avec beaucoup de leviers différents, enfin, de variables et d'informations différentes qu'on a à notre disposition pour évaluer ça. Et par votre expérience, est-ce que vous pensez, ma question est peut-être difficile, hein, mais est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir des disparités ou des écarts selon qu'on habite une région très urbanisée, selon qu'on habite une région avec une forte dynamique, ou au contraire un secteur plus en déprise, j'allais dire? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un effet type de logement. Donc, une Mhm. région urbanisée, c'est une région où on a beaucoup plus d'immeubles collectifs et les actions de sobriété sont plus difficiles à mettre en œuvre. D'usage, pas forcément coopérative, hein, vous vous souvenez, il y a les quatre dimensions de la sobriété. Donc, après, ça mériterait d'être regardé, je pense, par grande famille de sobriété. On a aussi des disparités qui vont être beaucoup de revenus et de niveau de vie. C'est ça. Et ça, par contre, c'est important parce que ce qu'on remarque aujourd'hui, et c'était un peu mes propos, c'est quelque chose que je vais creuser. On parle beaucoup de sobriété choisie, de sobriété subie. Alors, se pose la question de quoi, c'est quoi le bon seuil de consommation d'énergie pour définir qu'en fait, à un moment donné, on est sobre subi ou sobre choisi. Donc là, on a des infos dans l'enquête qu'on est en train de commencer à exploiter, mais on constate quand même que les personnes sobres sont plutôt des personnes en moyenne à faible revenu. Enfin, ont des revenus plus faibles que la moyenne. Donc, ce qui nous laisse supposer que les actions de sobriété sont principalement menées par des individus qui veulent réduire leur facture énergétique parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Intéressant. Et d'ailleurs, quand on compare tout ça, ils ont des températures moyennes de chauffage en hiver plus faibles que les autres individus, etc., etc. Mais, et je me fais un mais, là je me suis focalisée sur les actions de sobriété que je peux mettre en parallèle avec les actions de flexibilité. Et là, c'est des ménages riches. La flexibilité, c'est quoi? C'est décaler des usages pour alléger le poids du réseau ou, en fonction de son tarif heure pleine, heure creuse, profiter des heures creuses pour lancer ses équipements ou profiter d'avoir des panneaux solaires et de l'ensoleillement pour maximiser ses usages. Et là encore, on est sur des profils de ménages qui ont des revenus plus élevés que la moyenne. Voilà, donc on creuse la question. Et un dernier élément, peut-être je fais un parallèle, mais on a posé dans cette enquête une perception, et ça c'est un élément fort, de est-ce que les individus connaissent leurs factures et quel est leur degré de certitude sur leur facture énergétique. Beaucoup d'individus sont sûrs de connaître leurs factures et se trompent en réalité, puisqu'après on leur demande d'aller chercher leurs factures et de répondre. Donc il y a une très mauvaise perception qu'ont les individus en moyenne de leur facture énergétique. Et À donc, la de hausse ou à fait, la baisse? dans les deux cas. Dans les deux cas. Mais plutôt, les gens ont tendance à sous-estimer leur facture réelle. Ok. Merci Et, Dorothée.
Et je peux Allez-y, me allez-y. permettre une autre question, ouais, enfin, il y a deux questions. Une sur le terme sobriété. Est-ce que dans l'enquête, il est perçu de manière connotée ou est-ce qu'avec un autre mot que sobriété, on pourrait avoir d'autres perceptions? Et puis, est-ce que la sobriété énergétique était conçue dans toutes ses dimensions? Parce que tout à l'heure, notamment, ça me fait penser à ça, Mm. mais vous parliez de l'effet sur les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que la sobriété sur les usages de loisirs avec les consommations d'énergie masquées, est-ce que est-ce que ce sont des choses qui sont prises en considération à la fois par l'enquête et par les répondants? Vous Alors, parliez tout à l'heure des gens plus favorisés. Est-ce que mhm. je sais pas, la sobriété dans les voyages longue distance ou Alors, encore des loisirs, c'était abordé? on l'a pas. Alors, pas dans cette enquête-là. On va l'approfondir. En fait, c'est ce qu'on appelle aussi. Alors, il y a deux phénomènes. Il y a un premier qui s'appelle le fameux effet rebond. Je fais des efforts dans un domaine, mon budget, j'économise de l'énergie. Ça me permet soit d'augmenter mon niveau de confort, soit de déporter ce gain sur d'autres usages. Ça, on peut pas le voir. Et il y a un autre effet qui est parfois plus inconscient, qui s'appelle la compensation morale. Exemple, j'ai installé des panneaux solaires chez moi où par ailleurs je trie mes déchets. Donc je fais déjà des actions pour l'environnement, c'est bien. Donc en fait, si quelque part je veux me chauffer un peu plus, c'est pas très grave. On a beaucoup plus de mal à le mesurer. On voudrait le faire dans une autre enquête en fait, qu'on est en train de préparer, qui va être déployée sur un échantillon beaucoup plus important. Mais c'est des pistes qu'on creuse. Voilà. Je pose la question du chat de la Oui. part de Corentin du Grand Bornand qui dit, vous évoquiez l'installation des panneaux solaires sur l'une des slides dans la catégorie frein. Pouvez-vous préciser en quoi il s'agit d'un frein? La En fait, le fait de ne non-installation. pas en avoir est un frein, puisqu'avoir des panneaux solaires, quelque part, ça permet aux individus de lancer des équipements et d'alléger leur facture énergétique et par définition de réduire, si vous voulez, la facture. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est que la sobriété, on est plutôt sur des usages de réduction volontaire de la consommation, mais l'efficacité, le type d'équipement dont on va disposer vient bien entendu aider à favoriser ces actions de sobriété. C'est beaucoup plus facile de réduire sa consommation si par ailleurs on dispose des équipements et des appareils qui permettent de le faire. Donc en fait, les panneaux solaires, c'est quelque chose qui va vraiment favoriser la flexibilité, décaler les usages, mais qui va aussi permettre de venir réduire les consommations, notamment en période d'ensoleillement. Merci beaucoup, Corentin. J'espère que la réponse était claire. J'imagine que oui. Il dit merci. On a encore le temps pour quelques autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas en tout cas. Oui, moi j'aurais une question. Bonjour, Bonjour. Nora Sego, Labidi. Voilà, merci en tout cas pour la présentation de cette enquête très intéressante, hein. C'est vrai que il faut qu'on se pose un peu dessus. Voilà, moi j'aurais juste une question. Vous avez fortement conclu, enfin, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, sur le principe même aujourd'hui de la culture d'entreprise, de prendre à bras le corps la sobriété énergétique. On le ressent dans l'enquête et dans les conclusions des usagers. Et je me pose la question de me dire finalement aujourd'hui, est-ce que la question c'est euh, comment accompagner les entreprises à venir adopter une politique de sobriété énergétique et surtout de les encourager à l'investissement et particulièrement, comme vous le disiez, à mettre en valeur, mais au-delà de la question de mettre en valeur effectivement le comportement des salariés avec des objectifs, comme vous le mentionniez, moi je me posais la question aussi de la réhabilitation, aussi de la coque, Oui, c'est-à-dire de l'habitat, de l'environnement. Vous l'avez posé, hein, l'environnement, c'est sûr que l'usage ne pourrait véritablement trouver écho au regard des salariés que si effectivement l'entreprise
entreprises déjà montrent l'exemplarité et finalement dans la réhabilitation, puisqu'on parle aussi aujourd'hui de la question du tertiaire, il y a quand même énormément d'engagements qui ont été pris dans le cadre au niveau national. Donc voilà, tout ça me fait penser à cela et comment on raccroche justement le résultat de cette enquête avec aujourd'hui les perspectives que certaines entreprises, aujourd'hui certaines le font, hein, on le sait au niveau du paysage annécien, mais effectivement d'autres sont un peu à la traîne. Alors, on va être très, très clair, hein. C'est vrai que je ne suis pas trop revenue sur des éléments de définition, mais l'infrastructure, l'isolation, les équipements, pour moi, c'est ce qu'on appelle l'efficacité. C'est-à-dire, c'est vraiment l'enveloppe et l'automatisation des équipements. Sans ça, c'est vrai que les actions de sobriété sont plus compliquées à mettre en œuvre. Après, il y a des petits gestes. Débrancher ses appareils, éteindre la lumière, je pense que ça, c'est actionnable et propre à chacun. Alors, comment le mettre en œuvre facilement? Moi, je ne suis pas forcément une experte des pratiques en entreprise et je dois l'avouer. Alors, ça pourrait être quelque chose peut-être de manière de fonctionner très simple, organiser un petit déjeuner en entreprise et juste échanger sur est-ce que vous avez des pratiques de sobriété, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire, sans que ça ait un coût, à mon avis, important. Et après, il pourrait y avoir possibilité, au sein même d'une infrastructure et d'une organisation, de diffuser un petit questionnaire anonyme auprès des salariés ou d'aller discuter pour voir quels sont pour eux aujourd'hui les freins à cette mise en œuvre. Parce que c'est vrai je pense qu'il y a des petits gestes dans ceux que j'ai. Autant réguler la température, on peut comprendre la contrainte. Mm. Mais c'est beaucoup plus difficile de comprendre enfin pour moi en tout cas, où il y a des éléments que je n'ai pas à ma connaissance, mais éteindre des lumières, débrancher des appareils, appuyer sur off et débrancher son ordinateur, c'est pas censé. Voilà. C'est juste que Mm. c'est pas dans la norme et on se dit bah je le fais pas, il est allumé, c'est pas grave. Et je m'en vais. Ok. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour la question. On arrive vraiment à la fin de ce webinaire, donc je voulais oui, remercier beaucoup Dorothée, encore une fois, pour l'apport de son expertise et pour vraiment voilà, toutes les précisions qui étaient très claires, la réponse aux questions, etc. Merci à tous les participants pour votre temps, pour la richesse des échanges. Et j'en profite rapidement, si jamais ce webinaire vous a plu. Mm. euh, Normalement, vous voyez mon écran. Si ce webinaire vous a plu, je vous propose de vous inscrire également à une prochaine session qui aura lieu le jeudi 21 mai aux mêmes horaires de 11 heures à midi, qui sera 100% en ligne. La thématique abordée cette fois-ci sera celle du prix interne du carbone. Ça sera amené par la chercheuse Aude Pomeray, qui est également professeure en économie, collègue de Dorothée, et qui nous expliquera comment est-ce que le prix interne, pardon, du carbone est un véritable outil de pilotage pour les entreprises, notamment parce qu'il permet d'intégrer le risque de transition dans les décisions. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire au QR code qui s'affiche. De toute façon, vous aurez toutes les informations par mail également suite à cet événement. Et puis, n'hésitez pas à contacter Dorothée aussi si vous voulez approfondir les échanges, qui vous a laissé son mail. Je le remettrai également dans les informations que je vous partagerai. Et puis, vraiment, encore un grand merci à tous.